Alors bonjour à tous, déjà merci d'être aussi nombreux. Et donc je vais vous parler de maintenir et de faire évoluer une API GraphQL. Non, c'est pas assez fort? Ok. Alors je vais zapper la présentation du coup puisqu'elle a déjà été faite. Mais oui, si jamais il y a des amateurs de bière dans la salle, j'ai développé Épicerie Radar. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur GitHub avec le pseudonyme Spill94. Alors pour remettre un peu de contexte, Cap Collectif, donc on a développé une API publique et on a une startup qui est experte en intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va développer des applications participatives, donc tout ce qui est consultation en ligne, par exemple pour un projet de loi, tout ce qui est budget participatif pour permettre aux citoyens de participer au budget de la ville, et puis tout ce qui est questionnaire, interpellation citoyenne, plein de choses participatives. Et puis du coup, on utilise Symfony. Et ça fait maintenant, je pense, un peu plus d'1 an et demi qu'on a du GraphQL en production. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vraiment une API? En fait, si on essaie de définir une API, je pense que ça parle à tout le monde dans la salle, mais c'est vraiment un contrat que nous, on va mettre en place avec nos utilisateurs. On doit être capable de leur dire, écoutez, on va vous fournir telle et telle fonctionnalité, puis vous allez pouvoir les utiliser, et eux vont s'attendre à ce que ça marche, etc. etc. Mais la problématique d'un contrat, quand on est une jeune pousse, une jeune start-up, et qu'on développe en continu des nouvelles fonctionnalités, c'est qu'on va devoir arriver à en même temps le faire évoluer. On veut que notre premier contrat, qui était un petit salamèche, on le fasse évoluer petit à petit en reptincelle. Et du coup, puis nos utilisateurs, ils ont envie de pouvoir utiliser des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Et pour ça, notre équipe elle va avoir besoin à la fois de flexibilité, de liberté et puis de rapidité. Elle va pouvoir vraiment améliorer ce contrat du mieux qu'elle peut. Et contrairement, nos utilisateurs, eux, c'est des petits chats tout mignons, et puis ils n'ont pas envie qu'on casse en fait, l'intégration qu'on a fait pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont vous lancer des requêtes avec certains paramètres, et puis ils ne s'attendent pas à ce que tout d'un coup, le paramètre qu'ils vous envoient, il ne fonctionne plus, ou alors il est disparu. Ils ne s'attendent pas, alors qu'ils ont l'habitude de recevoir un certain type de réponse, que vous modifiez le type de la réponse de votre API. Et puis de façon plus globale, vous leur avez fourni des fonctionnalités, et ils ont envie de toujours retrouver ces fonctionnalités-là dans votre API. Et du coup, on a ces deux notions qui s'opposent, évoluer et maintenir. Alors comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Un cas pratique, c'est le versionning, la gestion de version. Vous allez définir, en général via des URL, différents endpoints, API version 1, API version 2, version 3, etc. etc. À chaque fois, vous allez développer, vous allez leur fournir un nouveau contrat, chacun a sa version. Mais le problème un petit peu de cette approche, c'est que je dirais qu'à chaque fois, vous allez leur dire écoutez, voici mon nouveau contrat, et puis vous allez passer pas mal de temps, peut-être 1 an, 2 ans, à réfléchir à un nouveau contrat, une nouvelle version que vous allez leur exposer. Et pourquoi? Parce que une fois que vous avez défini un contrat, vous ne pouvez pas vraiment faire des changements dessus. Vraiment changer votre modèle sur une version déjà existante, ce n'est pas possible. Et du coup, pour vos utilisateurs, ça implique que chaque montée de version va être vraiment un chantier. Si vous avez passé 2 ans à faire la nouvelle version, que c'est une refonte totale de votre modèle de données, pour eux, il va falloir qu'ils prévoient beaucoup de temps. Comme nous, on passe tous du temps à passer de la version 2 de Symfony à la version 3, par exemple. Et du coup, à chaque fois qu'on sort une nouvelle version, j'ai l'impression que pour les concepteurs de l'API, on doit vraiment travailler énormément, essayer de sortir quelque chose de parfait, en fait. De dire, là, on est au maximum de ce qu'on fait actuellement. Mais le problème, c'est que d'ici, dans 2 mois, vous avez une demande qui est de changer votre modèle pour répondre à un nouveau besoin. C'est très problématique, vous allez devoir rapidement sortir une autre version. Une autre approche que j'ai découvert grâce à GraphQL, mais qui est tout à fait possible de faire en REST aussi, c'est l'évolution continue. Plutôt que de dire utilise la version 1 ou la version 2, en fait on fournit une seule version, une seule API, et on va faire évoluer cette API progressivement. Comment? On va ajouter des nouveautés à l'intérieur, et puis on va déprécier certains usages. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup plus proche de la façon dont nous, on développe au quotidien. On ne repense pas notre modèle de données tous les ans,
on le fait vraiment évoluer au fur et à mesure qu'on a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses à faire. On le fait évoluer de façon petit à petit. Les objectifs de l'évolution continue, pour que ça fonctionne bien, ça va être d'éviter de casser les intégrations existantes autant que possible. Ce n'est pas parce que vous mettez à disposition une API qui va évoluer qu'il faut que ça casse toutes les 2 semaines, parce que sinon vos intégrateurs ils vont totalement perdre confiance en votre API. Il faut que ça puisse permettre à votre équipe de développeurs d'itérer rapidement dessus, et il faut que ça soit simple pour vos clients d'utiliser cette API et de la faire évoluer. Alors, l'année dernière, on avait posé la question dans la salle de qui utilisait GraphQL. Et j'aimerais bien savoir cette année combien de personnes ont déjà utilisé GraphQL. Je vois qu'il y a un petit peu plus de monde, mais pas encore tout le monde. Du coup, je vais vous faire quand même un petit tutoriel de ce qu'est GraphQL pour que la suite de la conférence parle à tout le monde. En très résumé, GraphQL, c'est ça. C'est un serveur qui va exprimer des possibilités via un schéma, et puis des clients qui vont simplement sélectionner ce qu'ils veulent à l'intérieur du schéma. En gros, on va définir quels sont les types à l'intérieur de notre schéma. Par défaut, on n'a que des types scalaires, string, entier, booléen, id, etc. Et puis dedans, on va ajouter des types. On va dire, tiens, dans mon schéma, je vais avoir un type vote, ça va être un objet. Et puis je vais avoir un type scalaire, ça va être une date. À l'intérieur de nos objets, on va pouvoir ajouter des champs. Par exemple, je vais pouvoir dire, tous mes objets de type vote, ils vont avoir une date de création, et puis un booléen publié. Est-ce que le vote est publié ou pas? Ensuite, je vais pouvoir faire des relations entre mes types. Tous mes votes vont avoir un auteur. Et puis, sur chacun des champs, je vais pouvoir aussi ajouter des arguments. Ça va permettre à vos clients de demander des choses spécifiques. Par exemple, je peux définir un champ user_as_vote. Il va prendre le nom d'utilisateur, un nom d'utilisateur de mon application en paramètre, et puis il va me renvoyer un booléen. Est-ce que cet utilisateur, il a voté ou pas? Ou alors, on peut aussi définir un champ vote au pluriel, qui va prendre un argument publié et qui va renvoyer un tableau de vote. Ça me permettrait de répondre quels sont tous les votes publiés sur la plateforme ou quels sont tous les votes non publiés. Un peu plus complexe, vous avez des énumérations qui vont vous permettre de définir un ensemble de valeurs possibles. Nous, par exemple, on l'utilise parce qu'on a 3 types de votes, les votes pour, contre et mitigés. Voilà, 3 valeurs possibles, on met ça dans une énumération. Et puis vous avez les interfaces orientées objet. Vous allez pouvoir dire, mon interface Node, elle implique que tous les objets qui vont implémenter cette interface auront un champ ID. Et du coup, mon type vote, je vais lui faire implémenter l'interface Node, et du coup, il est obligé d'avoir ce type ID, ce champ ID. Et enfin, notre schéma, il va avoir des types racines. Ça va être les types qui vont être les points d'entrée de votre schéma. Donc, il y en a 2, le type query et le type mutation. Le type query, ça va correspondre à peu près tous les endpoints de votre application. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de demander en fait, quand on n'a rien? Qu'est-ce qui est possible de demander à la racine? Là, j'ai défini qu'une seule query, vote, qui prend un ID et puis qui me retourne un objet vote. Et puis, vous avez les mutations. Donc ça, en fait, ça fonctionne exactement comme les queries. C'est juste que par convention, il y aura toutes les opérations d'écriture qui vont passer par l'objet mutation. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire, tiens, j'ai une mutation qui s'appelle addVote. Elle prend en argument la contribution sur laquelle je veux voter, et puis la valeur de mon vote, pour compte mitigé. Et puis, le type de retour, ça sera l'objet vote qui vient d'être créé. Donc voilà pour le petit rappel de GraphQL. Et maintenant, je vais vous parler de changement bloquant. Qu'est-ce qu'un changement bloquant? C'est un changement que vous avez fait dans votre API qui va nécessiter une action de la part de vos utilisateurs. On en distingue 2 types. Vous avez le changement, vraiment le changement breaking, c'est-à-dire que celui-là, il va casser les requêtes existantes. Toutes les personnes qui tapaient sur votre API et qui subissent ce changement bloquant, plus rien ne fonctionne.
Et puis vous avez un autre type de changement dangereux. Alors celui-là, il rompt pas les requêtes entrantes. Par contre, vous avez modifié la réponse qui va leur être fournie. Par exemple, si j'ajoute une nouvelle valeur possible pour mes types de vote, eh bien, si mes clients n'ont pas prévu le cas où ils pouvaient recevoir autre chose que d'accord, pas d'accord, mitigé, par exemple s'ils ont fait une énumération dans leur base de données, eh bien, la modification que j'ai faite, elle est dangereuse pour eux, ça risque aussi de casser leur application. Alors, exemple de changement bloquant avec GraphQL, eh ben, j'ai mon type vote, et puis il est lié à un objet de type contribution. Et puis là, problème, finalement, on peut voter sur plein d'autres types d'objets. Donc finalement, j'aurais mieux fait de faire une interface votable et un champ votable. Et bien ça, tous les clients qui utilisaient, qui vous demandaient le champ contribution, une fois que vous avez fait ce changement-là, bah, ça ne fonctionne plus pour eux. Autre exemple, vous voulez modifier un argument. Avant, j'avais une query vote qui prenait un champ, l'ID d'une contribution, et qui me renvoyait un tableau de vote. Et puis là, en fait, je me rends compte que ça serait pratique que mes utilisateurs puissent demander les votes, mais sur plusieurs contributions. Et du coup, plutôt passer comme argument la contribution IDs, un tableau d'ID. Ici, on a un changement bloquant, c'est on a supprimé contribution ID, et en plus, c'était un argument qui était requis. Hein, c'était obligatoire de me passer un ID ici. Donc déjà, changement bloquant. Par contre, le nouvel argument que j'ai ajouté, qui est contribution IDs, à lui seul, il n'est pas bloquant. Comme personne ne pouvait l'envoyer avant, ça, c'est pas un souci. Maintenant qu'on a vu ce qui était un changement bloquant, il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait face à ces changements. Il va falloir qu'on choisisse une politique. Est-ce qu'on décide simplement de dire à nos utilisateurs désolé, j'arrive avec un ciseau et puis je casse tout, et puis tu ne peux plus écouter ta musique. Chez Facebook, ils ont choisi une politique qui est super stricte, c'est ils ne cassent jamais leur schéma, c'est-à-dire qu'ils ne font jamais un seul changement bloquant. C'est Liberon, co-créateur de GraphQL, qui évoque ça. Leur schéma, il date d'il y a plus de 4 ans. Il y a plusieurs centaines de milliers de types, il y a plusieurs centaines d'ingénieurs qui travaillent dessus, et ils n'ont jamais eu besoin de faire un changement bloquant. Et d'ailleurs, ça permet aux applications iOS et Android qui n'ont pas été mises à jour depuis plus de 4 ans, de toujours fonctionner. Donc ça, c'est assez impressionnant, mais ça reste quand même juste une API interne. Donc Facebook n'expose pas ça directement, donc je dirais qu'ils peuvent se permettre d'avoir une API un peu moins cohérente parce que ça reste quelque chose de complètement interne. Chez GitHub, pour l'API GraphQL qu'ils ont sorti, qui est la version 4, en fait, ils ont décidé d'avoir une politique qui est on va annoncer les changements bloquants, c'est-à-dire qu'on va déprécier des usages, et puis entre 3 et 6 mois plus tard, ils seront supprimés. Donc ça laisse quand même pas mal de temps aux intégrateurs pour faire les évolutions de leur API, parce qu'elles sont effectives qu'au minimum au trimestre d'après. Et nous, on a trouvé que c'était un bon compromis pour une API publique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir seulement maintenir ces champs pendant encore 3 à 6 mois, et que ça va nous permettre d'avoir quand même la flexibilité de les supprimer et de faire évoluer ça rapidement derrière. Comment est-ce qu'on déprécie avec GraphQL ? Et bien sur le champ que je veux déprécier, je vais ajouter une petite directive add-deprecated, et puis je vais mettre un message d'explication à raison. Maintenant, c'est bien beau de faire des dépréciations, de faire des changements bloquants, mais il va falloir communiquer avec vos utilisateurs là-dessus. Un point très important, c'est déjà de leur fournir quelque chose de sûr sur lequel ils vont pouvoir aller et être au courant de ce qui se passe sur votre API. Donc, ce qui est important, c'est de leur fournir une URL dédiée, un compte Twitter, un flux RSS, ce que vous voulez, mais un point de communication, d'échange avec eux, où ils savent que s'ils reviennent régulièrement dessus, ils vont être au courant de ce qui se passe sur votre API. Et puis, il va falloir soigner énormément le message de dépréciation. Juste mettre ce champ va être supprimé, c'est pas top. Vos utilisateurs, ils ont envie de savoir pourquoi est-ce que vous faites ce changement, comment est-ce qu'ils le remplacent, a priori vous n'avez pas supprimé la fonctionnalité.
faites juste un changement bloquant pour vous apporter de la flexibilité. Donc, comment est-ce qu'on le remplace? Et quand est-ce que la suppression sera vraiment effective pour que eux, dans leur planning, ils puissent planifier la migration. Un exemple de message, le champ vote count va être supprimé, utiliser la connexion vote et le champ total count à l'intérieur. On a décidé de changer la façon dont on exposait les compteurs dans notre API et ce champ sera supprimé le 1er janvier 2019. Et l'intérêt d'avoir une API évolutive, c'est de communiquer, mais pas seulement sur les changements bloquants. En fait, un moyen de faire en sorte que vos utilisateurs n'utilisent plus les champs dépréciés, c'est aussi de leur fournir des nouvelles fonctionnalités et de ne pas les mettre sur les parties qui ont été dépréciées dans votre API. C'est fait que ça va vraiment les inciter à aller voir ce qui est nouveau, ce que vous avez fait, et du coup, à ne plus utiliser toutes ces parties dépréciées dans votre API. Il faut vraiment que le changement, pour les intégrateurs, ça devienne aussi quelque chose de cool. Bon. Alors c'est bien beau de dire qu'il faut faire des dépréciations, etc. Mais quand même, l'idée de base, c'est d'éviter au maximum les changements bloquants. Donc on va voir ensemble quelques moyens de prévention qu'on a mis en place, mais je n'ai pas de méthode miracle, désolé. Alors le premier, ça va être de travailler énormément la conception de son schéma GraphQL. Si on le conçoit de manière évolutive, on va pouvoir faire comme sur ce GIF. Si mon squelette est bien conçu, je peux faire à peu près n'importe lequel des costumes d'Iron Man avec. Donc on va vraiment faire un gros travail d'anticipation sur la conception de notre schéma. Et pour ça, on va avoir plusieurs règles. Donc, avant tout, la base, déjà, il faut connaître son domaine métier, et vraiment. Il faut que les personnes qui conçoivent l'API, soit ce sont des experts du domaine métier, soit elles sont en communication permanente avec le métier. Et il faut aussi connaître très bien GraphQL. Il y a énormément de possibilités de représenter la même chose. Ça va être à vous de choisir la bonne. Et en bonus, copiez pas le schéma de votre base de données. En général, c'est à peu près l'exact opposé de quelque chose qui peut évoluer facilement. Il y a pas mal de solutions avec GraphQL qui vous promettent d'exposer directement votre base. C'est, je pense, la pire idée à faire pour avoir une API qui est capable d'évoluer. Alors, premier principe quand on design son schéma pour les évolutions, il est toujours plus facile d'ajouter quelque chose de nouveau plutôt que de modifier l'existant. C'est ce que fait Facebook. À chaque fois, plutôt que de modifier, ils ajoutent des nouveaux champs. Et en fait, avec GraphQL, comme c'est le client qui demande ce qu'il veut, si c'est nouveau, il ne pouvait pas le demander. Et puis du coup, il ne peut pas être impacté par les ajouts que vous faites à votre schéma. Si on regarde par exemple une approche REST classique, si vous ajoutez des choses dans votre réponse, ça va faire au final qu'alourdir à chaque fois la réponse que les clients vont recevoir. Donc, principe à toujours garder en tête, la manière la plus simple d'éviter un changement bloquant, c'est d'ajouter un nouveau champ. Un autre principe, c'est de travailler son nommage énormément. Le fait de bien nommer les choses, c'est un moyen de s'éviter beaucoup de problèmes. Par exemple, dans le nommage de vos types, essayez d'être le plus spécifique possible. Plutôt que de me dire, quand un mec vient de voter, je vais créer un vote event. Non, soyez vraiment spécifique. Qu'est-ce que c'est cette action? C'est add vote contribution event. Le mec vient d'ajouter un vote sur une contribution. Et faites surtout très attention quand vous choisissez vos champs à est-ce qu'il doit être relié à un objet ou un type scalaire. Par exemple, si votre objet il doit être lié à une date de début, une date de fin, est-ce qu'en fait il ne devrait pas plutôt être lié à une time range qui serait un autre type qui lui contiendrait date de début, date de fin. Et de manière générale, essayez de limiter les types scalaires au strict nécessaire. Parce qu'en fait, un type scalaire, une fois que vous l'avez mis en place, il ne peut plus évoluer. Et le fait d'avoir travaillé son nommage en avance, c'est super important parce qu'à chaque fois que vous allez changer, vous allez faire un changement bloquant juste pour une problématique de nommage, vous allez faire un changement qui au final n'apporte aucune valeur aux clients qui sont existants. Bon, pour les nouveaux, ça sera peut-être plus clair, mais évitez-le à tout prix. Troisième principe, ça va être d'utiliser la spécification relay.
Alors qu'est-ce que la spécification relay? C'est un client pour GraphQL en JS, et ils ont développé toute une spec, voilà, comment est-ce qu'on fait de la pagination, etc. Plein de choses. Et en fait, ça ne sert pas seulement pour le client qui est derrière. Ça sert aussi à se créer un schéma qui est capable d'évoluer. Par exemple, si tous vos types métiers dans votre schéma, ils étendent l'interface Node, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de vos types avec une seule query. La spécification relay est définie que vous faites une query Node à la racine de votre schéma. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend un ID et ça vous renvoie une interface Node. Et du coup, plutôt que pour chaque type, créer une query, genre pour le type question, je vais créer une query question. Pour le type vote, je vais créer une query vote. En fait, si vous faites tout passer par Node, vous évitez plein de changements bloquants si par exemple le type question disparaît. Enfin, tous les champs qui ont des problématiques de liste, il va falloir que vous anticipiez est-ce que ce champ il va pouvoir être paginé ou non. Nous, on a mis une règle en place qui est si je ne sais pas combien d'éléments je vais avoir dans ce tableau, eh ben, je fais forcément une connexion. Connexion, qu'est-ce que c'est? C'est un pattern qui vous permet de vraiment traiter toutes les problématiques liées aux listes. C'est-à-dire que vous allez retourner une connexion. Sur cette connexion, vous allez pouvoir demander des compteurs. Par exemple, combien est-ce qu'il y a d'éléments à l'intérieur de cette liste? Vous allez pouvoir demander quels sont les éléments à l'intérieur de cette liste. Et puis aussi, qu'est-ce que j'ai dans mes faces, c'est-à-dire entre mon objet et mes éléments dans la liste. Par exemple, à quel moment est-ce qu'un utilisateur s'est inscrit? Par exemple, si c'est un système d'amis, à quel moment est-ce que ces deux utilisateurs-là sont devenus amis? En fait, ce pattern de connexion, il est vraiment super évoluable, parce que vous allez pouvoir gérer vraiment toutes les problématiques de liste, donc utilisez-le dès le début. Et le troisième point de cette spécification, c'est chaque mutation doit avoir son propre type d'entrée et son propre type de sortie. Par exemple, si vous avez une mutation qui permet d'ajouter un vote, vous allez créer un type d'entrée qui s'appelle addVoteInput et un type de sortie qui s'appellera addVotePayload. En fait, si vous définissez un type propre à chacune de vos mutations, plutôt que d'essayer de réutiliser un type, vous assurez de pouvoir faire évoluer la chose. Typiquement, si vous utilisez le même type d'entrée pour la création et pour la mise à jour, si un jour il y a une action qui est possible uniquement lors de la création ou que lors de la mise à jour, vous allez devoir faire un changement bloquant, alors que si vous aviez fait deux types différents, si au final pour vos utilisateurs n'apporte quasiment aucun changement, vous aurez anticipé ce risque en fait. Donc ne prenez pas de risque, faites toujours un type d'entrée et de sortie par mutation. Un autre choix crucial à faire dans le design de son schéma, ça va être de choisir entre nullable et non nul. En GraphQL, pour rendre un champ non nul, il faut ajouter un point d'exclamation à son type. Et il y a un truc, c'est que dès qu'on rend un champ non nul, et que si par erreur votre serveur renvoie nul à ce champ-là, par effet boule de neige, ça peut en fait diminuer énormément la réponse que GraphQL va faire. S'il y a une erreur, hop, il va considérer que tout ce bloc-là est nul. Donc si vous demandiez plein d'éléments en dessous, tous ces éléments-là ne seront pas présents. En plus, rendre un champ non nul nullable, c'est un changement bloquant. Pourquoi? Parce que vos utilisateurs, ils s'attendent à forcément recevoir une valeur. Tout d'un coup, vous leur envoyez nul, il y a des risques que ça casse quelque chose. Et puis, si vous dépréciez un champ qui est non nul, vous devez continuer à lui apporter une valeur en permanence, parce que vos clients s'attendent toujours à une valeur, c'est pas parce qu'il est déprécié que ça change quelque chose. Et du coup, on pourrait se dire, par simplicité, je vais rendre en fait tout ce qui est dans mon schéma nullable. Comme ça, j'ai une forte capacité d'évolution, je ne prends pas de risque. Mais en fait, ça reste quand même quelque chose d'assez embêtant pour votre client, parce qu'il doit vérifier que tout ce que vous lui envoyez, c'est non nul à chaque fois. Bon, c'est pas terrible. Et puis, vous faites perdre du sens à votre schéma. Si vous aviez une mutation, vous demandez à votre utilisateur, écoute, pour créer un article, il faut absolument que tu m'envoies un titre, et que derrière, vous lui dites, tiens, sur l'article que j'ai créé, le titre il est nullable, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que vous lui demandez de façon obligatoire un titre, alors qu'au final, ce n'est pas requis dans l'objet? En résumé, pour choisir entre non nul et nullable, j'ai fait un tableau.
Donc, quand est-ce qu'on choisit Nullable? Déjà, si la colonne en base de données est Nullable, logique. Si jamais il y a une dépendance envers un service externe, il peut ne pas répondre, on ne va pas prendre de risque, on rend ça Nullable. S'il y a une chance infime que dans le futur, ça puisse évoluer et devenir Nullable, c'est pareil, on ne prend pas de risque. Et puis, la plupart du temps, quand on a une relation vers un autre objet, on ne sait pas ce qui se passe, peut-être que l'objet qui est lié peut être supprimé, etc. On ne va pas prendre de risque, on rend ça Nullable à chaque fois. Par contre, dès que ça n'a pas de sens, par exemple un article de blog sans titre, en général ça n'existe pas, dans ce cas-là on va toujours choisir non nul. Dès que ça ne fait pas de sens que le type ou l'objet existe sans valeur, hop, on met ça non nul, et ça va être très très souvent le cas en général pour les types scalaires. Enfin, entraînez votre équipe au design. Inspirez-vous des API publiques existantes, particulièrement celle de GitHub, qui est, je pense, aujourd'hui la plus importante. Vous pouvez vraiment, nous, on a fait vraiment un gros travail d'aller analyser comment est-ce qu'ils ont représenté les choses, etc., les interfaces qu'ils ont faites. Et ça nous a vraiment aidé à améliorer la conception de notre schéma afin de prendre le moins de risques possible. Et puis, vous avez un tutoriel qui a été fait par Shopify, où il y a, je crois, qu'une trentaine de règles, dont certaines que je vous ai exposées au-dessus, sur comment eux designent leur schéma, tout ce qui s'impose comme convention, etc. Évidemment, toutes ces règles, c'est juste un ensemble un peu de trade-off. Vous allez plus travailler la conception de votre schéma, il sera peut-être un peu plus complexe, mais derrière, ça vous permettra de le faire évoluer. Maintenant, on va voir un autre moyen de prévention qui est, je dirais, comment est-ce qu'on lutte contre les boulettes. Si un développeur, malheureusement, il ne s'en rend pas compte, mais il fait un changement bloquant, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Déjà, un truc sympa, c'est qu'avec GraphQL, on peut dumper notre schéma, hop, ça nous génère un fichier GraphQL, donc schéma.graphql, et puis on va committer ce schéma dans notre repository. À chaque fois qu'il y a un commit, on vérifie que le schéma est bien à jour et bien committé. En gros, ça donne ça. Vous allez avoir un gros fichier avec plein de lignes, et puis toute votre API comme ça de représenter. Et puis si jamais là j'ai un développeur, il a mis à jour un fichier YAML dans notre application, et puis il ne s'est pas rendu compte, il a supprimé la connexion contributeur qui renvoie quels sont les utilisateurs qui ont participé à une consultation. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon schéma, du coup, je vais voir toute cette partie contributors disparaître. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un petit outil qui s'appelle GraphQL Doctor et qui va en fait directement analyser le schéma GraphQL qui vient d'être commité. Il va le comparer avec le schéma qui est sur master et il va dire tiens, regarde, tu as supprimé cette connexion, elle est dans l'API publique, qu'est-ce que tu fais? En gros, tu es en train de faire un breaking change. Et du coup, on lui met un petit message d'explication, écoute, supprimer ce champ, c'est un changement bloquant, il vaudrait mieux que tu le déprécies si tu veux vraiment supprimer. Et pour être sûr que ça ne soit jamais commité dans notre repo, l'intégration continue, en fait, elle échoue directement dès qu'on a un changement bloquant sur notre API. Si vous voulez utiliser cet outil, il se base vraiment uniquement sur le fichier GraphQL qui est généré. Donc on peut l'utiliser dans n'importe quel langage. Et c'est dispo sur GitHub, Cap Collectif, GraphQL Doctor. Un troisième moyen de prévention, ça va être comment est-ce qu'on gère les cas où on n'est pas très sûr. Parfois on ne sait pas trop ce qu'on fait, on vient de développer une nouvelle partie de l'API. Bon, déjà première chose qu'on a fait chez nous, c'est quand on a voulu sortir notre API publique, on a bien divisé les choses. On a fait un schéma interne et un schéma public. Ensuite, pour la maintenance, on a fait en sorte que notre schéma interne, il étende le schéma public. Comme ça, on peut réutiliser les types entre les deux schémas. Et simplement, dans le schéma interne, on va étendre ce qui est dans le public pour ajouter les champs qui ne sont pas disponibles dans l'API publique. Comme ça, pour notre équipe, la maintenance était très, très simple. Mais se pose maintenant la question de à quel moment est-ce qu'on décide de passer un champ de l'API interne à l'API publique. C'est un peu le moment où on flippe. Si jamais vous avez un problème de conception,
vous allez devoir assumer derrière de faire plein de changements bloquants, etc. En fait, ces cas où on n'est pas très sûr, je dirais que c'est tout à fait normal d'en avoir. Il faut être transparent avec vos utilisateurs là-dessus. Pourquoi? Parce que la confiance en la conception de son API, ça prend du temps. Déjà, votre équipe, je pense qu'il lui faut déjà plusieurs mois pour se dire, écoute, ouais, avec cette modélisation d'API, on a pu faire toutes les intégrations qu'on voulait sur notre front-end, c'est sympa. Puis maintenant, il va falloir qu'on l'expose à nos utilisateurs pour qu'eux nous disent, en gros, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et puis, voilà, on fait des petites erreurs et on peut se les autoriser. Donc pour ça, on va introduire un troisième schéma entre les deux, qui va s'appeler le schéma de preview, qui va nous permettre d'exposer des fonctionnalités à des utilisateurs et sans pour autant avoir à respecter toute la politique de changement bloquant qu'on a mis en place. C'est-à-dire qu'on va leur dire, écoutez, voilà, on a mis à disposition des types et des champs supplémentaires. Ils sont uniquement en preview, donc il faut passer un petit header supplémentaire pour les utiliser. C'est à vos risques et périls. On risque de les changer à n'importe quel moment, mais ça vous permet de vous faire un peu la main dessus et puis d'essayer ça. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un schéma preview qu'il faut se dire, YOLO, je mets tout dedans, et puis je vais tout casser derrière. L'objectif doit toujours rester que ce qu'on met dans preview, ça arrive tel quel dans le schéma public par la suite. Et maintenant, pour répondre un petit peu à la dernière conférence, j'aimerais montrer un peu de magie qu'on peut faire avec GraphQL. En fait, maintenant qu'on a déprécié un champ, on a besoin de quoi avant de le supprimer définitivement? On aimerait bien savoir qui utilise encore ce champ, et puis combien de fois ce champ il a été utilisé dernièrement. Pour ça, en fait, on va pouvoir utiliser toutes les requêtes qui arrivent à notre API, développer un petit module d'analyse, et puis ça va nous dire, tiens, là j'ai le client 1, 2, 3, 4, il m'a demandé le type query, et puis il a demandé le champ consultation à l'intérieur. Sur le type consultation, il m'a demandé le champ titre. Et puis, encore une fois, sur le type consultation, il m'a demandé le champ vote count. Tiens, vote count, il est déprécié. Et du coup, avec les statistiques d'utilisation de votre schéma, vous allez pouvoir, en fait, commencer à avoir de la confiance dans l'évolution de votre API. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, il n'y a plus que 2 personnes qui utilisent ce champ qui est déprécié, je suis quasiment sûr de pouvoir le supprimer et que ça ne va pas casser toutes mes intégrations. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même possible grâce à GraphQL, puisque comme le client est obligé de demander tout ce qu'il demande, il n'y a pas de select étoile en GraphQL, vous allez développer toute cette capacité de savoir comment vraiment vos utilisateurs utilisent votre API. Et du coup, là je prends un exemple de ce qu'ils ont fait chez GitHub. Ils ont fait un petit bot sur Slack. Tiens, GraphQL, j'aimerais savoir l'usage du champ name sur le type repository, sur le schéma public depuis les 5 derniers jours. Tiens, il a été utilisé plus de 100 000 fois, donc c'est peut-être pas le moment de le déprécier. Et puis, on va pouvoir directement générer des messages personnalisés pour les utilisateurs de champs dépréciés. Salut, on a remarqué que tu utilisais encore le champ vote count, pourtant on va le supprimer dans 2 semaines. Ça serait bien que tu le remplaces par vote total count à la place. En résumé, je dirais que l'évolution continue, c'est un peu à la fois des nouveaux avantages, mais aussi des inconvénients. Vous allez pouvoir déprécier, faire évoluer, mais c'est toujours difficile de déprécier quelque chose. C'est en quelque sorte quand même avouer une erreur que vous avez faite. Mais il faut être capable de le faire pour garder un schéma sympa pour vos utilisateurs. La réussite de l'évolution continue elle dépend beaucoup des process et des outils mis en place, beaucoup de votre politique de dépréciation et puis de l'outillage, de l'analyse que vous allez faire de l'utilisation de votre API. Mais malgré tout ça, je pense que c'est une approche plus humaine, plus réaliste que le versionning dans la gestion d'une API. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir le travail qui a été fait par Marc-André Giroux chez GitHub et Shopify. Il a beaucoup travaillé sur cette problématique justement d'évolution continue.
On s'en est beaucoup inspiré chez nous à Cap Collectif. Donc vraiment, allez voir ça. Quant à moi, je vous remercie et puis je vais prendre toutes vos questions. Merci beaucoup. On a 5 minutes pour prendre quelques questions, donc n'hésitez pas. Il n'y en a pas? Ah. Bonjour, je reviens sur ta recommandation de ne pas trop utiliser de scalaire. En fait, j'ai pas compris exactement quel était le problème que ça posait. Alors, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu as mis un type scalaire, tu ne vas jamais pouvoir changer son type. Si par exemple, tu as dit bah, mon objet il a une date de début, une date de fin, qui sont tous les deux des scalaires de type date, tu ne vas pas facilement pouvoir faire évoluer ce comportement-là. Alors que si par exemple tu as dit bah, plutôt mon objet va être lié à un autre type qui s'appelle time range, bah, dans ce time range, tu vas pouvoir rendre des choses, ajouter des nouveaux champs, rendre ça plus évoluable. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi j'en ai une petite à la limite. Est-ce on peut dire qu'un champ est déprécié, avec le add depreciated, ça va l'exposer au travers de l'API. Est-ce que toi, tu as des clients qui vont automatiquement loguer ça pour que toi, en tant que client, tu puisses monitorer tes logs et dire bah, tiens, il y a quelque chose qui m'a popé ou... Alors, exactement. En fait, GraphQL, qui est le client graphique de base, il va toujours vous indiquer les messages de dépréciation. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans la génération automatique de notre API, voilà, on va mettre en rouge un gros message en mode ce champ a été déprécié, etc. Après, au niveau des clients front-end, pour le moment, ça ne se fait pas encore. Ça serait bien que ça se fasse. Et d'ailleurs, on peut même envisager, si on crée une convention dans la directive deprecated, qui serait par exemple remplacée par, de faire comprendre à notre client tout seul par quoi est-ce qu'il doit remplacer cet appel-là. Donc c'est projection dans le futur, mais ça serait tout à fait possible de faire ça. Ok, si on n'a pas d'autres questions, je te remercie. N'hésitez pas à donner vos feedbacks devant.